Madame, monsieur, bonjour. C'est reparti pour la deuxième saison de votre matinale La Parenthèse. Toute l'équipe est déjà dans les starting blocks. Les chroniqueurs sont déjà prêts pour la randonnée d'une heure et demie, 90 minutes, durant lesquelles on parlera culture, sport, société. Et justement, à propos, la préoccupation autour de laquelle va s'accentuer le talk, c'est bien 60 ans après les indépendances, comment sortir de l'euphorie? Question sans nul doute à plusieurs réponses. Mais avant d'y arriver, il y a ici en plateau avec moi celui-là qui est devenu un phénomène de l'humour au Bénin, Brice Donzo. Cela ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais quand je dis Dragomir, ça vous dit absolument quelque chose. Dragomir, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous. Merci à vous aussi. Pareillement. Alors, je sais qu'avec vous, on va bien se marier, n'est-ce pas? Euh, ah, Et là, en cabine. Alors, en face de vous ce matin, Rebecca Kendian, on dit Rebecca, bonjour. Bonjour Eman, bonjour Dragomir et bonjour aux téléspectateurs. Très ravi de vous retrouver encore pour de belles aventures. N'est-ce pas? Ouais. La saison dernière, vous nous avez parlé beauté, mode et bien-être. Bien-être. Cette saison, on range les accessoires de maquillage Oui. et on se met en classe, on va dire ainsi. On va Leçon apprendre d'ici. quelques leçons. Leçon d'ici, Tout à fait. ce sera avec vous. Leçon d'ici, c'est-à-dire quoi le concept? Alors, le son d'ici, c'est cette rubrique-là où on parle des proverbes du Bénin, des proverbes des différentes ethnies du Bénin et surtout, on va donner leur définition hein, aussi bien dans la langue de ces proverbes. On va aussi donner la leçon à tirer et surtout dans quel contexte aujourd'hui utiliser ces types de proverbes. Alors, on va vous retrouver tout à l'heure, mais avant, place à Dragomir. Dragomir, on voit vos vidéos circuler sur Internet. Vous faites beaucoup de vidéos à caractère humoristique. On va suivre l'une des toutes dernières vidéos que vous avez mises sur la toile. Ça s'appelle Papa Wi-Fi. C'est bien cela, n'est-ce pas? ah oui. On suit Papa Wi-Fi. Dragomir dans Papa Wi-Fi. Mais quand même, alors bon, j'ai lu, Agolé o. Agolé o. oh, da, ça c'est ça, c'est pour Yàtì ní agàdì mọ̀. Àfihàn. tu m'as au quoi, mais j'ai bien longtemps, Ní agà blogo. tu as quoi écouter, moi, Ìyàn tó èdè ọ̀. Bí àmì sàmẹ̀ ẹgbẹ́ kọjọ́ họ́ bì mẹ́. nous, non, Ẹgbẹ́ kọjọ́ họ́ bì. Ẹgbẹ́ kọjọ́ họ́ bì. bon, mais quand on est au sucre, quand on voit sujet de vous donner, mais n'a pas quoi, Èrò à ndé nà wẹ́ dìyàn. Èrò à ntòjó náà ti kú yìí wá fún ìdènà blogo ẹni. ok, Ìdènà blogo ẹni yọ. le quoi est ton software, ah, mais bien, ce moment, le groupe de mon gars, il fume, bon, lit, bon, on attend, moi, attend bien libre. Bọ̀ Quoi, quasi, non, mais il est là. yóò lọ sàgbà mẹ́. Ìyá yìí di yà. Fèsì wẹ̀ kọ́ yìí ọ̀ ìtẹ̀jú wẹ̀ yìí wẹ̀ à. Dion, oh, on peut pas dire quoi, mais comment c'est vrai? C'est la sinon, vidéo c'est la sinon, ah c'est de quoi? Àwọn òkúrò tàyàn. D'ailleurs, elle est comme Òun mi le programme lọ di mọ́ra mìíràn sans père. Et comme tout tôt, mais je crois dire moi. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ náà. Nous est comme météo là. Ẹ mọ̀ tọ́wọ́ ẹ̀ka ẹ mọ̀ náà. Alors les, oh, tu le coco, moi, tu le coco, moi, donc on dit, John, donc on dit, Ẹ wà dé wọn. Dion, anyway. Boy, lo, tu m'as pas pas ton yo. Boy, le monde là, nous qu'on dit oui. Ah. Il y a quoi qu'on a. Ma mon. Ẹ diyan. Il y a deux qu'on a. Il y a quatre bien moi. Ẹ. Il y a deux qu'on a. Mon Dieu, il Ìyá tó ń gbọ́ ẹ̀rọ ẹ̀rọ abẹ́ tí. La grille. Yo papa. Il y a quoi va, il y a va rouler là. Il y a nous yo ba. Nous yo me ko yo. A de da. Il y a some me go. Na. Ina gba yi. Ya ko pade o. Mo se mo me. Be li yo. Ya be mo fune o. Ya dupe, ma be fe se be ya le kon. Aso mo de ube. Bìzọ́ sí. E di o bo Bizarre. ategbon ton bo abi. Le gbo ti ye amo. Bìzọ́ ẹ̀. Hein? Médiocre. Mais, Tọ́nú kò tó gbé. Jonathan,
tɔn ko tu gbe o mɛ dɔ kui wɛ tɔn sɔn tun gbɛtɔ gbãmɔ nu gbãmɔ wa mɛ tɔn ko tu gbe o mi kɔni kutu mɛ o y'a yi kun ko te ta o fɔ fɛ dine na nu ja bi mɛ ka to n ɔ gbɔ kun mi jɛ mi lɛ n'o kui yan n'o fi ɔ mɛ dɔgɔnu seli nin diyan mɛ mɔ tuna mɔ bɛ lɛ mɔ kpɔ tɔ bɔ diyan mɛ dɔgɔnu di ne ma nana mɔ tɔ ti mɛ na i dɔgɔnu bi bɔ a lɛ ne mɔ n'o fi ni bɔ a tɔgɔ jɛ le diyan mɛ dɔ mɛ bulu bɛ ci le diyan a mɔ mɛ n tora wɛlɛ jibiti nu mi ma mɔ mɛ dɔgɔnu bɔn bɔn ya de fi diɲɛ yɔ je vous renvoie tous de la maison vous sortez tous mɛ ka ka to wɔ mɛ hein Tuwa wanyena biyod baba me one. hein Tuwa wanyena biyod baba me one. wa ma to fina Ya pitiza gwe. ya wo jẹ tó wọ mẹ o mọ mẹ dọwọ ye mẹ dọwọ gbọdẹ ọ ma mọ amúnà débẹ ìgbéya Ba ndo ne gbe di ga ba mo. jọdọ ni Iya. ni gbọdọ ti dé singban boyi kọ́hún aya i ọmọ yìí sọ kò lẹ lẹ kó lọ lẹ lẹ mọ ɲa sɔn e fɔse tɔn mɛ ẹ fọ ọdún tó ń bọ sí. donc e ka to hɔli mɛ parce que yon tɔn o di ka ta sa ka gbɛ kpɔn mẹ wúlò kúrò wọn ní okùn fún e o ma di ka si o ẹ mina mɔ mɛ ne bi ɛyi ń wuli yọ ɛyi n'a yẹ kọtun ɛdu so gbɛ parce que moi je ne comprends pas aja ko tó ń bọ̀ pé d'abord quand il tó yẹ aja o jà ko tó gbọ́n kọ́ àlè gbogbo yọ àwọn jẹ tó ń yí. bi Ladri! ina gban Nko mo me be. àwọn mẹ́wọ̀n. O papa we fi no ere o pe ku to Ka? ko me kaka e ye. o ma kɛ But to do fun gbo. no fi ọkùnrin máa yí kàrin ọ sí àtijọ́ àwọn ẹ ká de kòrún kàrin ọ mi yàn àgbàna jù. Papa we fi no e dai hu abe. Ko to fa abe. e o ayi atumi O yɛ voisin Atun- voisin le. atun- atumi ya atumi lɛ gba wa àtúwọ́n gbé ya àtúwọ́n gbọ́dọ̀ wa. atumi ọ̀pọ̀ ya ebi ló kẹ́kẹ́ bọ̀ fíbi fún rẹ mẹ́. ẹ yẹn nu dídá mẹ́kún ọmọ náà kó mẹ́kún yẹn bọ̀ mẹ́. O je mi ablo. Ya mo mi- náà sáwọ́ jẹ́ mi. ɛyi n'o tó lu ọbẹ̀ yìí o. papa we fi nɔ bàbá wí àmọ́ ma tó bá papa fi connection nɔ papa we fi àjọ tó nɔ tẹ yàrá ta fa àdùnmá nù dọ́sí yẹn. o nya o kéńké wele kuno fi yɛ wẹ́. ayi nyi gbogbo etumi di ẹ mi pe loko di ma na mi yɛ kam yɛ si nɔ di ayi ɛyi wíwẹ́ ní kò fẹ́ ɛ o kɔ yɛ nɔ wikɔ ya yɛ gɔtɔn la kpele wo bɛ. ayi gɔtɔn wọ́n dà kan gba bóbi. ntɛ etumi si etuhun mi si etuhun mi ɛyi o bɛ nya yɛ o kɔsɔ to kuno fi yɛ ɛ o ma kɛ ndemɛ ni o etuhun etu papa we fi papa kɔsɔn bɔ yɛ péjì lè kú. papa we fi ma papa gaza wíkún yẹn. náà sáwọ́ mi. na kpla we dɔn an yi agbã lɛ bi na kpele wo e yẹ. wa di yɔ an yi agbã lɛ bi lọ́kọ́ wọ́n tí wọ́n mẹ́ ẹ̀ dọ́n ilẹ̀ ń bójú ewu ndébò lẹ́mọ̀ o. kan kókó lọ kan máa bá yọ kó ẹ tó bɔn tẹ. mɔkò bɛ mo mɛ ayarɛ ba ma ni mɛ ka tɔ han wa bo ayi mɔ mɛ ɛni mɛ fo gbe mɔ do mɛ mi jẹ iye mi gan ko bila wíkún máa yẹ mi gan. C'était à l'instant Dragomir dans Papa Wifi. Dragomir, est-ce que vous avez fini par prouver qui a enceinté votre moton? Oui, c'est un phénomène. C'est un phénomène quelconque. Et laissez-moi, je l'ai détruit. Ah, vous l'avez détruit. Oui. Racontez-nous comment ça s'est passé. Non, quand je suis venu là-bas, j'ai appris que c'est un féticheur qui tue. C'est un féticheur, il tue vraiment. Et tout le monde me dit, quand il a commencé par faire des appels, de tuer telle personne pour lui, telle personne pour nous. Il a dit, si je ne fuis pas, le vieux là va me tuer. En plus d'avoir enceinté votre mouton, Oui. il va vous tuer. Oui. Mm. Et là, il a préféré. Ah, vous avez pris la Il a fuite. dit de ramasser les démarches de celui qui est à côté de lui au village, posé à côté de lui. Et donc, moi, je continue Alors, entre-temps, il nous a rejoint sur le plateau. C'est bien le professeur. Bienvenue à Cora. Professeur, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous, professeur? Oh, je vais très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de la parenthèse. Merci, le plaisir est partagé. Avec vous en faire tout à l'heure et sans nul doute avec la charmante dame, une incursion dans le monde des proverbes. Tout à fait. Mais si tu permets, j'ai quand même des questions à Dragomir. D'abord, moi, j'ai envie de savoir pourquoi Dragomir. Dragomir. Bon, c'est un nom d'une dame blanche
que j'ai connue il y a longtemps, qui a fait beaucoup pour moi. Donc je l'ai prise seulement. Elle s'appelle Valérie Dragomi. Donc c'est pour lui rendre en quelque sorte hommage. Ok. Ok, donc c'est en fait, on va dire quelque peu un hommage à votre bienfaiteur, Oui. si on peut le dire ainsi. Oui. Donc c'est comme ça, Brice Donzo est devenu Dragomir. Et justement, qu'est-ce qui vous inspire à faire des vidéos? Non, l'inspiration est déjà à la maison. C'est, disons, depuis le bas âge, c'est mon papa. Tout ce qu'il fait, il ne fait que rire il ne fait que rire à tout le monde à la maison. Il fait que de scénarios. Donc lui-même, il ne sait pas s'il est comédien. Vous voyez. Donc des fois, quand je suis avec lui, je picote des trucs. Je vais dire quelque chose, mais c'est naturel. Vous voyez. Et aussi, pour moi, c'est simple de jouer. Et c'est simple de faire sortir des trucs. Alors, Dragomi, on va voir encore votre vidéo. Dans la vidéo, on voit que vous êtes assis sous un arbre, vous êtes torse nu, et la plupart du temps, les gens se demandent, mais comment Dragomi a pu arriver à avoir un ventre aussi gros? On va vous suivre une fois encore dans la vidéo. Mais quand même, alors bon, j'ai lu, Agoleo. Agoleo. oh, da, ça c'est ça c'est pour Ati na ga digbo. Afimia. tu m'as au quoi, je j'ai bien grand, Na ga blogo. tu as quoi écouter moi, Nyanto edi yo. E bia mi sa me egbe kojo ho bi me. nous na Egbe kojo ho bi, bi. bon, mais quand on est au sous quand on sous de boudara, mais na go gba. Ewa ndi na we dia. Ewa ancho na chukui wa ko ni na blogo edi. OK. Di na blogo edi yo. O na Le ko. quoi ton sogbia. Ha be bi lo so mo me yo, lo go bi o mo gro yin fun me. Mo li, mo o gbe o li, o gbe atan mo yi, atan bi li. Bo Ko ka si na yin mo me li do. yo lo sagba me. Ya idi ya. Felicie wa ko ye o ite yo iwe a. Dion o ngo po jije pe me bi e. Ntu wa si se we a. Se la si no. Video se la si no. A se do ko ni. Ah o klota yo. Tayon elle écoute On mo. mi le programme là dimora, mi na no. Sans père. Écoute mo to to me to ko di mo. Be mo no. Ndo écoute mo me de o la. E mo to wa ga mo no. Adole o juro koko mo juro koko mo dogo ni do jon dogo ni wa hu. E wa digbo. Dion anyway. Boy o tun ma papa ton yo. Boy ni lo mo da ya. Nugo to je wewe. Ah. Ni e pe ko no. E ma boje ma mo na. E dion. Ya o dogo na. Ni e ko no. Ka te bi mo ire be. Ya o dogo na mo je we de pa. Ya to gbo no na bet. Lagri. Yo papa. Ye ko ba ru ri lo do. Ya nu yo be. Nu yo me ko yo. Dragomi, vous pouvez répondre maintenant à la question aux téléspectateurs. Pourquoi, comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir une bedaine? Et le ventre là, ça c'est d'autres effets. C'est venu un petit coup, mais je n'avais pas ça. Mais ce que ça fait, ça m'aide. Des fois, quand je pars quelque part, c'est comme si c'est l'argent. Donc, on va dire c'est signe d'argentier. C'est signe d'argentier. Vous préférez les signes d'argentier. Et même quand je vais tomber, il a dit à moi, il m'a dit, non, t'es non. Moi, il a signé, il a aussi même, il a aussi le goût. Donc, vous arrivez à flotter sur l'eau Oui. et vous faites des rebonds lorsque vous tombez. Donc, le Mais choc est ce moins qui violent. est difficile, on n'est pas informatique. Mais si on peut, on peut nous voir. Donc, vous n'êtes pas famatique. Professeur, il est quand même parvenu à vous arracher un sourire. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. Et justement, c'est avec ce sourire qu'on va entrer de plein pied dans votre rubrique. Rebecca Kenyaonde, à vous la parole. Tout
Tout à fait, Raymond. On le disait à l'entame, cette rubrique, c'est Leçons d'ici. Et dans cette rubrique, on parle des proverbes du Bénin. Et tu l'avais dit, on est avec le professeur Albert Bienvenu Akora. Il est professeur de linguistique. Bonjour à nouveau. Bonjour, madame. Alors aujourd'hui, on commence déjà. Proverbe 1. On écoute très bien et attentivement. Une femme enceinte est en plein accouchement quand un voleur fait son entrée dans la maison. Une femme enceinte est en plein accouchement quand un voleur fait son entrée dans la maison. Professeur, Très c'est de bien. quelle ethnie? Ah ben, ça, c'est un proverbe fond, de la langue fond, oui, bien sûr. En fond, En fond, Qu'est-ce que cela ça se dit Nyonudo pichiwe ba chuto wa kwibe. Flanton yi, mais adondewa hon, penukunu ou. Que chacun s'occupe de ce qui le concerne, de ce qu'il est en train de faire. C'est ça. et Ne dans fais quel pas, contexte? dans le contexte, on dit, ne fais pas intrusion dans le travail de l'autre ou dans les préoccupations de l'autre. Vous êtes sur la chaîne de télévision et pendant ce temps, votre voisin s'applique à vous demander des renseignements. Vous dites, laisse-moi tranquille, je suis avec les téléspectateurs. Donc, on va reprendre à nouveau. Nyonudo pichiwe wa chuto wa kwibe. Vous voyez, c'est l'incongruité. La femme est en plein accouchement et le voleur fait irruption dans la maison. Ce n'est pas le moment d'accueillir un voleur. Et les cris de l'accouchement peuvent se confondre avec les cris de haut voleur. Vous voyez un peu, c'est une situation un peu incongrue et il ne faut pas que des situations comme ça arrivent. Et aujourd'hui, dans quel contexte on peut l'utiliser? On peut l'utiliser dans des contextes dans un contexte où l'on est gêné, perturbé par l'impertinence d'un voisin ou d'un ami. D'accord. La leçon à tirer? La leçon à tirer, c'est que chacun s'occupe de faire correctement ce qu'il est en train de faire et pendant que l'autre s'acharne sur son travail, il ne faut pas aller le déranger, il ne faut pas le perturber. Donc du coup, il faut laisser le voleur opérer et la femme continuer. Je n'irai pas jusqu'à dire cela, mais il est plus important d'accoucher que de poursuivre un voleur. D'accord. Alors voilà, vous avez entendu, on passe maintenant au second proverbe, ou bien moi, Oui, vous avez vas-y. peut-être... D'accord, on écoute. Un homme demanda la permission au soleil pour construire sa case dans son ventre. Et le soleil lui répondit, « Je t'attends. Je verrai bien par où tu vas faire passer les planches, les cordes et enfin la paille. » Je reprends. Un homme demanda la permission au soleil pour construire sa case dans son ventre. Et le soleil lui répondit, « Je t'attends. Je verrai bien par où tu vas faire passer les planches, les cordes et la paille. » Professeur, c'est toujours de la Enfant, moi, je veux bien voir ce que ça donne. Ça donne ceci. Nyande donu resivodo mina wa hwing hotome. Resivodo ni do menjire fide jiana fo atinpo kanpo seku ogbon. Ça signifie quoi? Ça, c'est du fond, Pur, du fond soutenu. Absolument. C'est du fond soutenu. Effectivement, les proverbes sont généralement dans une langue très élaborée, une langue soutenue. Cela veut dire tout simplement que vous demandez quelque chose qui est contre nature. S'il n'est pas dans la nature de celui à qui vous vous adressez, il n'est pas dans sa nature de vous accorder ce que vous lui demandez. Vous comprenez? Le soleil est feu par définition et vous ne pouvez pas y introduire, aller dans son ventre avec des cordes, la paille et puis des planches sans que tout cela soit calciné. Alors voilà ce que cela veut dire. Ça veut dire ce que vous me demandez, vous osez me demander est irréalisable. C'est irréaliste de votre part. Vous avez même l'audace de venir me demander cela, c'est que vous vous méprenez sur ma nature. Voilà. Alors, oui, vas-y. Dans quel contexte on peut l'utiliser aujourd'hui?
Ben, dans un contexte très simple, non, tous les contextes d'incongruité, d'impertinence, vous voyez, ce que vous demandez, par exemple, je prends un exemple, hein, nous sommes en plein examen et vous demandez à un enseignant de faire des manœuvres pour que votre enfant soit ou admis par, par la fraude. L'enseignant vous regarde, vous ne m'avez pas vu, vous vous méprenez sur, voilà, sur mes qualités d'enseignant. Sinon, vous n'auriez pas osé venir me demander de faire ce genre de chantage. Ce n'est pas possible. Alors, Dragomir, est-ce que vous êtes déjà arrivé dans des circonstances données voilà, de faire usage de proverbes pour répondre à votre interlocuteur? Non, d'abord, je veux remercier le professeur parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'être professeur. Moi qui suis ici, je suis élève, mais j'ai fui. J'ai fui les cours. Mon professeur était rouge, bien quoi. Donc, ouais, français, mais deux bien qu'on disait. Et donc, team français, le fond, donc, nous devons aller pour mon moi, quand on dit l'intelligence, c'est Dieu qui donne une chose naturelle, ouais. Il y a un fille, il y a un oui, il y a un oui, oui, go, il y a un bon temps, bon temps, il y a un bon. Ma sœur, ma loco, il y a un bon, nous faisons un gros bâton, nous connaissons pas, mais nous disons dans l'homme, les gens galiment, mais nous bitchons, mais si on globe, professeur, n'est pas un Et ainsi, on va. Alors, très rapidement, professeur, quelle est la leçon à tirer de ce proverbe? La leçon à tirer, si vous voulez demander quelque chose à une personne, regardez bien le comportement de la personne avant d'aller solliciter son aide. Nous, question nous pourrons poser. J'ai ou son do fond. Do français. Oh oui, se servir une poignée de pâtes et l'accompagner de sauce. Ben, et à son mais ena inume ya ko inume on ko fosi. Merci beaucoup, professeur. Absolument. Merci d'être Alors, sur le plateau. On va reprendre nos esprits. Merci beaucoup, donc, professeur. Merci d'être passé sur la parenthèse. On va sans doute vous retrouver très prochainement parce que votre science nous est d'une très grande utilité. On sait que vous travaillez beaucoup sur la culture béninoise, beaucoup sur les chansons béninoises. Avec vous, sans nul doute, avant la fin de cette saison, on va découvrir des chansons sur lesquelles vous avez déjà travaillé, qui sont quand même un amas de proverbes. Les chansons, par exemple, du roi Béanzin, n'est-ce pas? Absolument. On présente et on va pouvoir déchiffrer cela et décortiquer cela. Absolument, c'est pas ça. Si vous le voulez, avec grand plaisir. On va partager cela avec les téléspectateurs. Merci beaucoup, professeur. Allez, place à présent au sport. Sport, c'est avec Bruno Soili. Le sport, vous le savez, sur la parenthèse, c'est un mot pour la route. Ces expressions qu'on utilise dans le jargon sportif sans qu'on ne comprenne forcément grand-chose, eh bien, c'est Bruno Soili qui nous aide à décortiquer toutes ces expressions. Il est déjà avec moi sur ce plateau. Il est venu à Pas de sportif. Bruno, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, bonjour Rebecca, bonjour Dragomi, bonjour professeur. Je salue tous les téléspectateurs et très heureux de vous retrouver Eman pour une nouvelle saison de la parenthèse et surtout de cette rubrique que j'affectionne tant, Lexique Sport. Vous n'êtes pas heureux de retrouver les téléspectateurs? Oui, très heureux, bien sûr. N'est-ce pas? Alors, c'est pour cela qu'il le gratifie de son plus beau sourire. Il nous a sorti donc de sa gibecière son plus mignon sourire pour charmer les téléspectateurs. Dragomi, il est parvenu à vous charmer? Allez, Bruno, aujourd'hui, on parle de la mêlée au rugby. Oui, on parle de la mêlée au rugby, donc ce n'est pas par hasard si on a Dragomir ce matin sur ce plateau, c'est peut-être parce qu'il a aussi quelque part une forme
de bons rugbyman, donc il ferait du rugby. C'est sûr qu'il va rebondir après, mais pour le moment, je continue. Il faudra d'abord travailler le ventre. Oui, la mêlée, vous le dites si bien, c'est une phase de jeu qu'on aime tous bien voir au rugby parce que d'abord, c'est une phase de jeu qui, je dirais, indique une remise en jeu après soit une faute mineure ou un arrêt de jeu. Donc, lorsqu'il y a arrêt de jeu au rugby ou une faute mineure, donc l'arbitre est obligé, pour relancer le jeu, d'organiser une mêlée. Alors, une mêlée, c'est cette phase de jeu-là qui regroupe 16 joueurs. Ça, c'est au rugby à 15. Donc, chaque équipe libère 8 joueurs pour pouvoir organiser la mêlée. Et la mêlée, comme je le dis, 8 joueurs de chaque équipe. Les 8 joueurs sont en fait des avants. Dans une équipe de rugby à 15, il y a 8 qui sont au poste d'avant, comme on le dit au rugby, qui sont également répartis en 3 lignes, dont 2 piliers et un talonneur en première ligne. Il y a 2 deuxièmes lignes, 2 troisième lignes L et 1 troisième ligne centre, donc qui est en 3e ligne. Et à ce moment, il y a, disons, 3 étapes sur lesquelles nous allons revenir. Mais il faut d'abord dire que la mêlée se forme à l'endroit où la faute a été commise ou bien le même endroit où le jeu s'est arrêté. Donc, et chaque équipe ne doit pas, aucune des 2 équipes ne doit retarder la mêlée. Sinon, elle est passible d'une sanction quand elle le fait. Donc, voilà globalement sur la mêlée. On va suivre cette vidéo pour mieux comprendre comment la mêlée se fait, dans quelles conditions elle se fait, quelles sont les règles avant de revenir. C'est probablement l'une des actions les plus travaillées au monde lors des entraînements. Au rugby à 15, la mêlée est une phase de jeu qui sanctionne une faute mineure ou un arrêt de jeu. Les avants de chaque équipe s'arc-boutent et se regroupent en bloc. Ensuite, les 2 blocs se mettent face à face. Cela crée un tunnel dans lequel le demi de mêlée doit introduire le ballon de manière que les joueurs de première ligne puissent lutter pour la possession de la balle ovale en la talonnant avec l'un ou l'autre de leurs pieds. Le ballon est ainsi disputé par les 2 talonneurs. Au signal de l'arbitre, les blocs des 2 camps se lient. Les 2 premières lignes s'emboîtent l'un dans l'autre, épaule contre épaule. À noter que les 2 talonneurs sont en contact avec leur épaule droite, ce qui veut dire que la mêlée n'est pas tout à fait symétrique. En effet, le pilier droit se retrouve la tête prise dans la mêlée, alors que son homologue gauche n'engage qu'une épaule dans la mêlée. Cette légère asymétrie fait que généralement, la mêlée, quand elle tourne, elle le fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Les paroles de l'arbitre pour la mêlée sont flexion, lié, jeu, ou en anglais, crouch, bind, set. Clutch! C'est une épreuve de force, donc forcément le rugby c'est un sport de combat aussi, donc il est important aussi de marquer notre territoire. Mais avant le mois d'août 2012, les commandements étaient flexion, toucher, stop, entrée. Au cours de l'année 2013, de nouveaux commandements sont appliqués, à savoir flexion, lié, jeu. Les différents changements de paroles sont effectués pour rendre cette phase de jeu moins dangereuse. On évite les impacts et on essaie d'éviter l'écroulement. Au rugby, une mêlée est dite ordonnée ou fermée. Voilà donc Bruno, on sait désormais beaucoup de choses où on en sait davantage sur la mêlée au rugby. Mais alors, dites-nous quelles sont les différentes phases de la mêlée? Oui, il y a 3 phases qui sont, je dirais, indiquées par l'arbitre. On a parlé de crouch, on a parlé de bind, on a parlé de set en anglais, donc pour dire flexion. Donc la flexion, c'est cette étape-là où tous les 16 joueurs se mettent en flexion. Il y a les premières lignes et les deuxièmes lignes. Les deuxièmes lignes viennent en soutien aux premières lignes, mais les premières lignes font beaucoup plus la flexion avec les épaules. Et au niveau de la flexion, ça, il faut le dire, si dans votre flexion, le niveau de votre épaule n'est pas le même que celui de votre genou, c'est qu'il y aura écroulement et des blessures. Donc, c'est
c'est une phase de jeu qui est assez travaillée aux entraînements parce que dans votre flexion, il faut qu'il y ait véritablement, je dirais, une ligne droite entre votre épaule et votre genou. Sinon, vous allez tomber et vous allez vous faire mal. Donc, la flexion, c'est la première phase où les deux équipes se mettent vraiment en place et fléchissent les jambes pour pouvoir, je dirais, définir les symétries pour les épaules parce que c'est aussi un jeu d'épaules, ça, il faut le dire. Maintenant, il y a la deuxième étape qui est liée. La liaison, c'est lorsque les deuxièmes lignes viennent entrer, on le verra peut-être sur les images, voilà, il y a les deuxièmes lignes qui viennent entrer entre les jambes, dans l'intervalle des jambes des premières lignes qui, elles, ont fléchi. Donc, les deuxièmes lignes sont beaucoup plus pratiquement à genoux, comme vous le voyez sur les images, pour pouvoir venir en soutien aux premières lignes. Maintenant, il y a maintenant le jeu, donc, qui est le set donné par l'arbitre, qui est donc, voilà, le top. Et là, maintenant, les deux équipes s'affrontent. Et pendant ce temps, le demi de mêlée qui a le ballon, lui, il dissimule le ballon, enfin, il laisse le ballon dans le tunnel que créent les deux équipes qui se sont, je dirais, affrontées par les épaules. On va suivre rapidement cette vidéo de juste 1 minute pour mieux comprendre ces trois phases de la mêlée et ce qu'elles impliquent pour les rugbymen. Lors d'une mêlée, le joueur mobilise l'ensemble de ses ressources. Mentale, en ayant la volonté de maîtriser son adversaire, de se surpasser. Physique, entre autres en utilisant ses qualités de force, explosivité, souplesse. Tactique, en adaptant son action à la réponse de l'adversaire. Et technique, en étant capable de faire le geste efficace. Les situations proposées visent à développer en sécurité les compétences mobilisées lors du déroulement chronologique de la mêlée. Pendant la phase correspondant au crutch, flexion, les joueurs se positionnent et se lient entre eux. Chaque première ligne doit avoir sa tête décalée par rapport à celle de son vis-à-vis. Les têtes sont placées oreille contre oreille. Pendant la phase correspondant au bind ou lié, les joueurs doivent maintenir une posture en se liant avec leurs adversaires. Pendant la phase du set ou jeu, les joueurs s'engagent et réagissent à des pressions de la part de leurs adversaires et de leurs partenaires. Les joueurs poussent quand le ballon quitte les mains du demi de mêlée. Nous avons donc identifié 4 thématiques. La posture, les interactions avec les adversaires et les partenaires, les liaisons et l'engagement. Alors, Arnaud, Dragomi, on était en train de Un sujet qui passionne apparemment notre comédien de ce matin. Oui, alors le rugby, ça te dit, Dragomir? Et boulot, je m'ai abonné bien coupé. Il y a des beaux sacs en haut. Nous devons les plus que toi, sinon on est même. Nous mais bah ouais c'est tout. Si quelqu'un te cherchait, tu trouves la boîte de bois. Mais là, mais des fois ils ont tri et qu'on nous bat. Comme à nous fait quand il y a beaucoup de gens, nous devons pas venir. Donc voilà les conseils de Dragomi sur l'alimentation d'un rugbyman. J'espère que les Maguia percuteurs sont à l'écoute ce matin. Parce que pour jouer à ce jeu, c'est pas mal. Hein. Mais moi, les familles qui m'ont assez de mémoire, c'est tout quoi avec. Mais on t'a vu jouer au foot, Dragomi. Ah ah! Non, ça, au moins. Dans un match qui a opposé les artistes béninois. On m'a payé depuis l'étranger. Ah, d'accord. On m'a payé. J'étais en Allemagne, là, on m'a payé de venir sauver l'équipe des artistes. Donc, vous avez pris le vol spécialement pour ce match? Oui, j'ai pris le métro. Le métro de l'Allemagne pour le Bénin? Oui. Ah, d'accord. Passé par Kavi. À Conville, là, dans la 45e là-bas. Ah, d'accord. Pas à Conville. Oui. Alors, merci beaucoup. Oui, Rebecca, tu avais une question pour Bruno. Bruno, est-ce que ce sport est pratiqué au Bénin d'abord? Oui, le rugby est bel et bien pratiqué au Bénin. C'est vrai que ce n'est pas la discipline la plus en vue, mais le rugby est bien pratiqué au Bénin. Et avec la crise sanitaire due au coronavirus, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que ce sport est toujours pratiqué? Non, au Bénin, non. Je pense que les choses sont à l'arrêt.
Mais en France, les rugbymen ont déjà repris parce que voilà, le top 14 s'annonce déjà. Donc les rugbymen ont repris les entraînements déjà du côté de la France. Surtout, j'ai suivi des éléments où les entraînements ont repris progressivement. Mais c'est vrai, c'est difficile de respecter les mesures barrières. Donc on s'assure que ceux qui viennent pratiquer le sport ont suivi des tests du coronavirus. Ils ont été testés. Ensuite, voilà, il y a les mesures également, comme, je ne sais pas, le gel hydroalcoolique. C'est vrai, ils ne portent pas de masque, mais l'essentiel, on s'assure qu'ils ont tous subi le test et qu'ils sont bien portants pour pratiquer le sport. Alors, le top 14, il faudra le rappeler, c'est le championnat de première division de rugby en France. Alors, Rebecca, Bruno, Dragomir, vous le savez, grand-mère n'a pas vraiment eu le master, grand-mère n'a pas le doctorat, grand-mère n'a pas fait de longues études, mais grand-mère avait la science qu'elle nous avait inculquée à sa manière, n'est-ce pas? Et il y a de ces interdits, de ces interdictions que grand-mère nous disait, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Eh bien, si tu fais ci, ça aura telle conséquence. Tout ce que grand-mère nous disait, nous, on se charge de les décortiquer. Ce sera dans Parade de grand-mère. Parade de grand-mère, c'est avec Mylène Fanon pour cette deuxième saison encore. Elle est avec nous. Mylène, bonjour. Bonjour Raymond, Amengan, bonjour aux téléspectateurs, bonjour Dragomir. Bruno, bonjour. Bonjour Mylène. Et heureuse de vous retrouver à nouveau. C'est un plaisir. Oui. Et j'espère que le plaisir est partagé. Il est partagé. Il est aussi là avec nous, il nous a accompagnés durant toute la première saison. Mylène, je te laisse la charge de le présenter comme cela se doit. Didas Tossou, il est à nouveau avec nous pour cette parenthèse. On l'ouvre ensemble. Et tu l'as si bien introduit d'ailleurs. On parle des massimes béninoises, de ces bien parades de grand-mère, de ces on dit, on ne fait pas, mais sans jamais nous préciser réellement pourquoi on ne doit pas faire. Mais on nous dit simplement tu dois pas, et puis on s'en tient à ça. Donc, dans Parade de grand-mère, on décortique, on explique, est-ce que c'est vrai, on ne doit pas le faire ou, est-ce que grand-mère avait raison? Exactement. Cette fois-ci, on s'intéresse plus précisément à ces signes qui sont annonciateurs de malheur ou de bonheur. Ah, ça particulièrement, ça m'intéresse. Ça nous est arrivé parfois, on trébuche, ou on fait ci, on dit non, on ne fait pas. Ça, c'est annonciateur de malheur. Oui, tu nous en parles. Tu m'as dévancé. Oui, ça vous est déjà arrivé une fois ou plus d'une fois de trébucher en sortant de la maison un matin ou un soir. Nos grands-mères nous disent que c'est signe de malheur ou signe de bonheur en fonction du pied. Si c'est le pied gauche, c'est signe de malheur. Si c'est le pied droit, c'est signe de bonheur. Donc, ce matin, nous sommes avec notre sociologue Didas Tossou qui va nous expliquer en quelque sorte. Est-ce vrai? Est-ce que quand on trébuche du pied droit déjà, est-ce que c'est signe de bonheur, et du pied gauche, est-ce que c'est réellement signe de malheur? Merci beaucoup. D'abord, moi-même, je vous remercie pour cet honneur que vous m'accordez ce matin. C'est vrai, nous intéresser ensemble pour la première saison. Je commence la deuxième saison avec vous. Je crois que ça sera avec du bonheur. Merci beaucoup. Oui, quand vous parlez de trébucher le matin où je vais quelque part, j'ai un objectif à atteindre et je prends la route, je trébuche. Si c'est le pied gauche, parfois on dit c'est malheur. Certaines personnes même retournent, reviennent à la maison pour dire non, si je vais là-bas, je ne vais pas trouver ce que je veux. Certaines personnes, pour eux, c'est quand on trébuche avec le pied gauche que c'est bon. Mais je rappelle que quand on dit le pied gauche, c'est souvent pour l'oubli. Le pied droit, c'est pour le souvenir. Mais chacun de nous a cette chance-là de faire des expériences. Grand-mère fait des expériences. C'est ça, on parle de grand-mère. Grand-mère fait des expériences et a dû dire à ses enfants, à ses petits-enfants, oui, quand vous sortez et que vous trébuchez avec le pied droit, c'est bonheur. Pour d'autres personnes, c'est malheur. Donc, c'est pas chacun a son pied de bonheur. Chacun a son pied de malheur. Mais ça se passe, c'est des expériences accumulées qui vous amènent à dire, oui, quand je sors et que je trébuche avec le pied droit, c'est une chance pour moi. Cela ne veut pas dire qu'il faut voir votre fauteuil à la maison ou bien votre marmite à la maison et en voulant quitter, vous cognez, vous jouez comme un ballon. Non, c'est pas ça. Non. Bon, moi, mon pied droit me porte bonheur. Je me réveille ce matin, je cogne mon canapé en me disant que Bruno, ce qu'il m'a promis au boulot, je l'aurai. Ça marche ou ça non, marche non, c'est pas comme ça. La parole de grand-mère dit que vous le faites inconsciemment. Ça vient inconsciemment.
Vous sortez, vous n'allez pas voir quand même en route une pierre et aller cogner pour dire parce que je dois avoir chance. Non. Mais ça vient comme ça. D'abord, on est conscient qu'on va quelque part, on a un objectif. Mais ça arrive, une grande personne qui cogne quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand vous cognez, vous dites, à mon âge là, je cogne quelque chose comme ça, mais c'est quoi? Je ne suis plus là, qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien là où je vais, ce n'est pas bon. Donc, ce n'est pas fait de, je me prépare pour cogner. Non. Alors, on se rend compte que c'est dans toutes les civilisations. Oui. C'est vrai que chez nous, on parle de trébucher, mais ailleurs, on dit il s'est levé du mauvais pied. Lorsque quelqu'un, voilà, même en Occident, lorsqu'il est peut-être colérique toute la journée ou il n'a que de mauvaises nouvelles toute la journée, on lui dit ah, c'est un an que tu t'es levé du mauvais pied. Et lorsqu'il a voilà, de bonnes choses, on lui dit il s'est levé du bon pied. C'est peut-être Le voilà, pied qui est important. le pied. Oui, c'est Non, mais j'ai appris maintenant qu'il s'est levé du mauvais ventre. Du mauvais. Moi, c'est comme ça. Ah, c'est pour ceux qui ont le ventre, ça. Oui, Ou bien? oui. Bon, Ça pour les gens dépend. comme moi, c'est ceux pas qui- possible. Ceux qui ont levé du ventre platane. Non, je crois que quand on parle de mauvais pied, tel que je viens de vous le dire, il n'y a que quand on a déjà cristallisé dans sa tête quelque chose et ça vous tient à cœur, parfois, quand vous vous levez, il y a quelque chose qui ne va pas, rapidement, on se rend compte qu'il y a quelque chose il faut prendre conscience. C'est comme ça. Vous n'avez rien, quelqu'un vous a promis de l'argent, vous avez gardé dans votre tête, vous n'avez pas dormi à 5 heures, on s'est levé déjà, on s'est lavé, tout ça. Mais vous voyez, dès qu'il y a un souci, on se remet en cause rapidement. Ça, c'est ça. Ce n'est pas que je me lève seulement et je me lave et je cogne quelque chose pour dire je dois avoir bonheur. Non. Voilà. Mais vraiment, nos mères y croient vraiment, elles sont à fond sont à dedans. fond. Moi, ça m'est arrivé un matin, je devais sortir, j'ai trébuché. La chute, elle était violente. Ma maman, elle m'a gardée à la maison pendant 2 jours. 2 jours, oui. Elle n'a pas voulu que je sorte parce qu'elle a précisé la chute, elle est violente. C'est annonciateur de malheur. Oui, parce que vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas cherché à cogner, c'est parce que inconsciemment vous avez cogné l'objet. C'est inconsciemment c'est venu. Ce n'est pas qu'on se prépare pour cogner, je viens de l'insister. C'est parce que vous sortez et on s'est préparé, vous allez quelque part et on constate que vous allez rencontrer quelqu'un. Inconsciemment, vous cognez quelque chose et faites comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé à mon âge? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Après c'est compliqué parce que je pense que ça dépend aussi des situations. Imaginez, vous composez le bac et que vous sortez le matin, vous cognez le pied gauche, vous allez dire, bah, Oh là là, j'ai pas eu mon bac. vous irez quand même tenter, même si, bon, dans l'esprit, si c'est un jour d'examen, c'est un peu compliqué, où il y a un grand événement qui vous attend, c'est un peu difficile, où vous êtes président de la République, on vous attend pour le dépôt de jet, vous êtes une pierre et vous dites que bon, je n'y vais plus parce qu'il y a peut-être un malheur. Je pense que c'est difficile dans certaines conditions de respecter. Il y a un artiste ivoirien, un humoriste ivoirien, je raconte rapidement, qui a raconté une anecdote. Il dit qu'il avait fait un spectacle, donc un matin on l'appelle pour venir émarger ses 1 million comme voilà, paiement de sa prestation. Alors il finit de se laver et tout, il sort juste après son portail. Voilà, il heurte une pierre du pied gauche. Et voilà, alors qu'on lui dit viens prendre 1 million. Donc il regarde la pierre, il prend le pied droit, il heurte la pierre pour équilibrer les choses et il est allé chercher son million. Oui, mais là, non, ça c'était pour rigoler. Non, Bruno, je voudrais dire, vous allez constater que quand ça tient à cœur, quand on doit y aller, quand la personne dit Dagwedjenaï. Donc il y a le souhait qui accompagne. Oui, il s'efforce. Voilà. Il s'efforce de dire je dois y aller. Dagwedjenaï, Maoulamblo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas ne pas y aller. Je dois aller au bac et le matin, je cours, je tombe, je me Dagwedjenaï. C'est pour dire qu'à des moments donnés, il faut prendre conscience, il faut y aller loin. Et positiver. Voilà. Donc, il y a aussi l'éducation. Il y a l'éducation par la peur. Il y a l'éducation par la peur. On dit à une femme de préparer tôt, si elle prépare tard, son mari ne va pas manger. Il n'y a rien derrière. C'est juste pour amener la femme à être à l'heure, à faire ce qu'il faut faire. C'est d'ailleurs ce qu'on fait vraiment au Bénin. C'est plus l'éducation par la peur. L'éducation par la peur, c'est ça la chose. Donc, oui. Monsieur, maintenant, il faut mais ma cuisse au gouvernement. Vous avez le ma dent. Et attendez, mina le quoi dit. Mais mina après mina kende spécialement. Donc voilà, il y a aussi l'éducation par la peur qui fait que quand on me dit de ne pas faire ceci, je ne cherche pas à savoir pourquoi
On m'a dit ça. C'est la grand-mère qui a dit et on se tait. Mais est-ce que ce n'est pas la dictature de grand-mère? Non, parce qu'elle n'avait pas une science autrement. Elle n'a pas une science autrement. On vous dit qu'en juillet ou en août, il pleut et on cultive telle chose. Mais on a oublié qu'il y a changement climatique. Et on se plaint pour dire, ah, nous, au 14 juillet, Dieu nous jamais. Ou bien. Mais aujourd'hui, 14 juillet, il n'y a même pas plu. C'est peut-être avant le 1er juillet qu'il y a plu. Oui. Donc il faut prendre du temps pour réfléchir. Les choses ont évolué, il faut aider grand-mère à se mettre un peu en cause pour qu'on puisse l'aider à aller loin. Et Hermone, comme toute chose, hein, comme toutes les maximes, il faut, c'est peut-être vrai, mais il faut d'abord en premier y croire. Oui, il faut. Oui, c'est vrai. En toute chose, c'est la croyance qui est importante. Mais c'est ça, quand vous dites croyance, quand vous dites quelqu'un a cru à quelque chose, vous n'avez jamais rencontré Jésus comme ça, vous? Non? Mais vous croyez que Jésus-Christ est là? Vous n'avez jamais vu Mohamed? Mais on y croit tous les matins. Donc, ce que tu crois, c'est ça qui devient ton gris-gris. Quand tu dis ça va se passer là, ça passe, c'est fini. Quand on dit on a fait l'Egba quelque part là, l'Egba, il n'y a rien dedans. Hein. C'est l'idée qu'on a mis à sa vie, c'est ça marche. Alors, on va pas entrer dans ces considérations d'ordre religieux. Oui. Alors, on va, oui, c'est fini, n'est-ce pas? Oui, merci à vous, Monsieur Didas Tassou. On revient avec de belles maximes. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Grand-mère a élaboré toute une stratégie de dissuasion pour pouvoir, voilà, nous dissuader. Vous permettez la tautologie de faire certaines choses, de faire certaines expériences. Ça, c'était la science de grand-mère. C'est pour cela qu'on a appelé cela parade de grand-mère. De grand-mère. Allez, merci beaucoup à vous, Didas Tassou, Dragomir. On va vous libérer aussi pour vous permettre de vaquer à d'autres occupations, n'est-ce pas? Oui. En bel, nous les mecs pas les. Parce que c'est ordonnance et rombroni. On fait dire nous on doit. À ça on le dire quoi on voulait dire bon joku bon nous né même on nous bien quand même. On fait dire non l'idiot quand même. Beaucoup d'oiseaux. Nous 6 mois on contrôle lui nous l'idiot. Il y a quand nous ils ont tout alors couple lui. Alors Dragomir, c'est quoi? Quelle est ton actualité aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as dans les cordes? Qu'est-ce qui va sortir très prochainement? Quels sont les spectacles qui t'attendent et tout? Oui, il y a beaucoup de spectacles qui m'attendent à l'extérieur aussi, de l'autre côté de New York. À part ça, il y a la série Wi-Fi que je vais faire, que je vais projeter bientôt sur Canal Olympia. On va rire un peu. N'est-ce pas? Et tu fais tout ça en fond, hein? Non, en français. En français. Oui, parce que bientôt, ils ont demandé ça. Ils ont demandé. Mais avec le coronavirus, avec la pandémie de coronavirus, comment est-ce que tu arrives à gérer quand on sait que les spectacles sont à l'arrêt et que les humoristes fondamentalement vivent de ces spectacles-là? Non, on sait maintenant qu'on ne mange plus. Parce que ce n'est pas virus, c'est ne pas manger. Vous voyez. Mais bientôt pour le spectacle, je vais faire les 4 boules. Et même en fait, je m'en fous et puis. En fond de fidèle? En fond de je m'en fous même. Pour que n'a désinfecté. Mais alors le virus ne rend même les. Mais on a mais il y a quelqu'un mon équipe peut tout dire. Dragomir, merci beaucoup, merci d'être passé sur la parenthèse. Et très bon retour chez vous. On espère vous voir très prochainement. Merci beaucoup. Vous faites la promesse aux téléspectateurs de revenir. Oui, et longue vie aux fans et à vous-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dragomir. Alors, cette émission se poursuit. Didas, vous restez avec nous pour le talk qui va s'intéresser à un sujet assez particulier. Le talk aujourd'hui s'intéresse aux 60 ans d'indépendance de bon nombre de pays africains. Après 60 ans, est-ce qu'on peut être fier du bilan, en tout cas pour ces pays supposés indépendants? Comment quitter l'euphorie, on s'en souvient, après la célébration donc, du 60e anniversaire d'indépendance du Bénin. Dans son message de remerciement, le président Patrice Talon a une fois encore appelé à sortir de l'euphorie des indépendances et se mettre véritablement au travail
Eh bien, on décortique ce sujet ce matin avec nos invités en plateau. Et il y a quelqu'un qui a pris entre-temps la place de Brice Dragomi. Lui, c'est Ebenezer Sédigan. Il est enseignant, chercheur au département d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi. Monsieur Sédigan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, avec vous, on fait le débat et d'entrée, moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on est toujours dans l'euphorie des indépendances? Merci de m'avoir invité sur le plateau. Je pense que nous sommes encore dans l'euphorie, mais c'est de façon relative. On a passé 66 ans pendant la colonisation. On a vécu 66 ans sous le pouvoir colonial, 66 ans de pillage, 66 ans de confiscation des libertés fondamentales, 66 ans d'impôts de capitation, bref, 66 ans de peine pour les populations. Donc c'est un peu normal qu'à partir de 1960, l'on continue à, disons, savourer cette euphorie de la proclamation de l'indépendance. Et nous sommes toujours dedans. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'élite qui a pris les rênes du pays au lendemain de l'indépendance a essayé de prendre recul parce que le retard économique que nous avons enregistré pendant toute la période coloniale, il faut rattraper. Donc, cette élite, ces nouveaux dirigeants, ont élaboré des plans de développement qui, malheureusement, ont échoué pour des raisons diverses, notamment l'incapacité à l'autofinancement de ces projets, les problèmes budgétaires et beaucoup d'autres, la mauvaise définition des priorités qui ont fait que ces plans de développement ont échoué les uns après les autres. Donc on ne peut pas continuer à dire que nous ne sommes pas sortis de l'euphorie de l'indépendance. Voilà. Déjà, quand on dit l'euphorie de l'indépendance, qu'est-ce qu'on y met? C'est la joie. C'est la joie qu'on ressent en son fond intérieur. C'est la joie qu'on partage avec les autres. Parce que l'indépendance, c'est quand même la liberté. Nous étions sous le joug colonial. Et j'ai parlé tout à l'heure des contraintes du pouvoir colonial auxquelles les populations avaient été astreintes. L'impôt de capitation, quand on vous parle de ce que c'est, ce n'est pas la joie. Les gens fuyaient cet impôt de capitation pour aller se réfugier dans la brousse, pour aller dormir en brousse, fuir les maisons parce qu'il y avait la pression policière pour le recouvrement donc, de ces sortes de ces impôts de capitation. Donc, quand on arrive un jour à dire ça ne va plus se passer comme ça, je pense que c'est une joie, c'est une fierté. Alors, Mylène Fanou, après 66 ans on va dire, de colonisation, est-ce que 60 ans suffisent véritablement pour mettre la machine en marche, pour pouvoir, on va dire, amorcer un réel développement? Est-ce que ce n'est pas normal qu'on soit toujours dans l'euphorie? Oui, c'est normal parce que c'était un grand pas. Vous l'aviez dit, c'était l'étape de l'asservissement. On est passé, par exemple, prenons par exemple l'exemple du Bénin. On a quitté le Dahomey pour le Bénin, l'indépendance à la révolution pour finir par la démocratie. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas oublier qu'on a quitté une étape pour celle-ci. Donc, il faut déjà le travail bien fait, l'amour du travail bien fait, le devoir de service à la nation. Alors, donc, pas à pas, pour vous, on est en train de faire notre petit bonhomme de chemin. Mais Bruno Soyer, est-ce que ces pas ne sont pas un tout petit peu trop courts? Je crois que 60 ans, c'est pas peu, c'est pas beaucoup non plus pour des États qui sont longtemps restés, je dirais, sous des régimes coloniaux et qui après ont eu leur indépendance. L'indépendance
qui a été, je dirais, reçu dans la faveur populaire en Afrique généralement parce que à un moment donné, tous les problèmes des pays, surtout au sud du Sahara, étaient, je dirais, imputés aux régimes coloniaux. On a estimé que voilà, si on n'avait pas une certaine autonomie financière, etc., un certain niveau de développement, c'était à cause de la domination des régimes coloniaux et donc l'arrivée des indépendances, on a estimé que voilà, ça peut nous faire de bien. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que, pour ma part, au lendemain des indépendances, pour la plupart des pays, parce que 1960, c'était l'année de l'Afrique, c'est vrai qu'il y a eu bien avant des pays comme le Ghana et comme l'Égypte, comme l'Afrique du Sud, qui déjà très tôt au niveau des années 1900 ont eu leur indépendance. Mais c'est que dans la plupart de nos pays au sud du Sahara, c'est qu'au lendemain des indépendances, on a d'abord passé du temps à savourer, mais aussi à savourer, mais aussi à subir l'instabilité entre nous. C'est-à-dire que pour moi, dans les premières années, on a d'abord prouvé que voilà, on n'était pas capable autant de véritablement se prendre nous-mêmes parce qu'on a passé notre temps à faire des coups d'État, à descendre telle personne pour hisser telle personne, à descendre telle personne pour mettre en place telle personne, alors que instabilité, alors qu'on avait besoin de la stabilité, il n'y avait pas meilleur moyen de démarrer notre indépendance que par la stabilité. La stabilité parce qu'il fallait la paix, il fallait véritablement des hommes forts pour pouvoir relancer nos différents pays. Lorsque vous écoutez les différents discours d'indépendance, que ce soit de Hubert Maga, de Patrice Lumumba, de Joseph Kasavubu, de Kwame Nkrumah, etc., de Sékou Touré, c'est que c'était des discours de maintenant nous allons prendre nos pays nous-mêmes et les diriger nous-mêmes, nous allons prendre les décisions pour nous-mêmes. Mais il y avait tellement de choses en chantier, il y avait tellement de choses à relancer que nous avons passé pas mal de temps d'abord à se destituer entre nous. Et il y a eu cette instabilité qui, pour moi, aujourd'hui, a quelque part, dans certains pays, quand même freiné d'abord le pas vers, je dirais, l'émancipation. Alors, Didas Tossou, il y a un célèbre écrivain français, André Malraux, qui dans son ouvrage « La condition humaine » disait, je cite, « Il faut 9 mois pour faire un homme et un seul jour pour le tuer ». Et il revient par la suite, il dit « Non, il ne faut pas 9 mois, il faut 60 ans pour faire un homme. 60 ans de souffrance, de sacrifice, de tant de choses. Et quand il est fait, quand cet homme est vraiment fait, quand vraiment il est un homme, il n'est plus bon qu'à mourir. » Donc pour lui, à 60 ans, on doit être un homme accompli. Si on essaie d'établir le parallélisme avec les indépendances, c'est-à-dire qu'à 60 ans, on doit pouvoir être déjà accompli. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on l'est? Merci beaucoup. Je voudrais à mon tour dire que en réalité, nous sommes déjà majeurs. On est mûrs et on doit prendre nos responsabilités. Quand on dit qu'il faut sortir de l'euphorie, c'est prendre ses responsabilités. En quoi faisons donc? Très bien. Il faut aller, il faut réfléchir pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait le développement. Et le développement dans son ensemble. Chacun de nous a parlé ici, on a parlé de l'économie, mais je ne vois pas seulement l'économie, je vois le développement dans son ensemble. Quand Bruno parlait tout à l'heure, il a cité ce qui s'est passé avec le professeur, tout ça. D'accord. Au moment où on cherchait l'indépendance, l'idée c'était être libre, quitter le joug du colon. Peu importe ce qui va se passer après. Voilà. On n'avait pas mis du contenu dans cette indépendance. Maintenant qu'on s'est remis en cause, on a compris que l'indépendance c'est tout. Il faut qu'on sorte de l'euphorie et qu'on aille vers le développement. Et ce développement, je ne voudrais pas qu'on continue, comme le dit Madame Fanou. Non, moi je ne voudrais pas qu'on continue tout le temps à fêter. Pourquoi? Dites-moi, est-ce qu'on avait compris qu'en 60, il n'y avait pas l'idée de tics comme ça? Aujourd'hui, vous avez les tics qui vous rattrapent, oui ou non? Si on ne court pas, si on ne cherche pas le développement réel et qu'on continue à fêter, à faire tam-tam ici, là, mais les gens vont nous dépasser tout le temps. Et on sera là, on va acheter la technologie ailleurs. Donc, il faut courir aussi, il faut avancer, il faut chercher à se développer dans tous les sens. Moi, j'ai compris, vous avez dit que c'est le chef de l'État qui a dit ça, je salue son Excellence. Il y a 3-4 ans déjà, quand le chef de l'État est venu, beaucoup de choses ont changé. On a mis la technologie à notre disposition. Vous, ici, quand vous finissez de faire votre émission, en même temps, on trouve ça dans nos mains. Mais il y a 20 ans, 30 ans,
La télévision nationale n'était pas comme ça. Il faut courir, il faut numériser, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, nous n'allons pas tout le temps chercher à tam-tam. C'est vrai, nous allons faire notre développement à notre manière, mais il faut qu'on commence maintenant à réfléchir. Il faut que nous soyons responsables. Alors, Monsieur Sadigan, comment sortir finalement de l'euphorie des indépendances? Qu'est-ce qu'il faut faire véritablement et fondamentalement? Merci beaucoup. Je pense que nous devons cesser d'être afro-pessimistes et pour être afro-optimistes. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour être afro-réaliste. Le collègue l'a dit tout à l'heure, le développement ne peut pas se faire sans le travail bien fait. Et je pense que depuis quelques années déjà, nous avons compris et quelque chose est en train d'être fait. Alors, moi, par exemple, de façon réaliste et pragmatique, je rêve que mon pays devienne le Taïwan de l'Afrique de l'Ouest au moins, c'est-à-dire une puissance rizicole. Et si nous prenons dans le cadre de l'agriculture, le développement de l'agriculture, je donne ce exemple seul parce que le collègue a parlé du développement dans toute sa globalité. Au niveau de l'agriculture, par exemple, les révolutionnaires avaient ambitionné faire de l'agriculture la base du développement et de l'industrie son moteur. Ce que nous rêvons tous pour notre pays, parce qu'un pays n'est développé que lorsqu'il est industrialisé. Alors, le potentiel ou les potentialités dont nous disposons au Bénin ici, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, je vais évoquer par exemple la vallée de l'Ouémé. On nous a dit que c'est le deuxième en Afrique après le Nil. Et si nous savons ce que la vallée du Nil représente pour l'Égypte aujourd'hui, c'est dire que nous pouvons faire quelque chose et devenir quelque chose à partir de la vallée de l'Ouémé. On a réussi à se faire hisser au rang de premier producteur de coton sur le plan africain, mais je pense qu'il faut diversifier cette culture-là et choisir une autre culture dont nous pouvons être aussi donc, les porteurs. Et c'est en cela que je prends l'exemple du riz, par exemple. Cela, par exemple, peut nous dispenser donc, de l'insuffisance alimentaire. On ne sera plus tributaire de l'aide alimentaire du Japon, de la Chine ou de Taïwan. Je pense que, parce que tout est lié, il faut que nous commencions par travailler et avoir beaucoup d'ambition pour notre pays. Le Bénin peut devenir une première puissance agricole en Afrique de l'Ouest avec toutes ces potentialités dont il dispose. Ce n'est pas que la vallée de l'Ouémé seule. Toutes les vallées du Bénin peuvent être mises en valeur pour booster le développement agricole. Et partant, ça peut nous amener à l'installation des unités industrielles agroalimentaires. Nous ne pouvons pas dire que nous allons atteindre les pays développés d'un seul coup. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer par prendre des initiatives et petitement, avec la foi que nous pouvons avoir en nous-mêmes, nous pouvons, disons, déplacer les montagnes. Alors, M. Sédigan, pour vous qui connaissez l'histoire si bien, vous êtes enseignant-chercheur au département d'histoire, on se plaît à rappeler à suffisance l'histoire de la Chine qui, en 50 ans, a pu amorcer son développement. Aujourd'hui, se trouve être la deuxième puissance économique, sinon pour certains la première puissance économique dans le monde. Comment est-ce que ces Chinois-là ou ces Asiatiques-là ont réussi à sortir de l'anonymat pour aujourd'hui caracoler en tête du classement? Ce n'est pas le travail bien fait. Ce n'est pas le travail bien fait et pas la foi en eux-mêmes. Parce que en 1949, il y a eu une révolution qui a été opérée en Chine. Et ceux qui étaient les pionniers donc, de cette révolution avaient foi en l'avenir de la Chine. Parce qu'ils ont dit, lorsque la Chine se lèvera, le monde s'abaissera. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Je pense que nous avons besoin des repères. On a besoin d'aller à l'école de ceux qui ont fait des prouesses, qui sont partis du sous-développement pour arriver au stade de développement aujourd'hui. Il faut que nous allions à leur école pour nous approprier leur technologie et surtout nous approprier leur manière, leur vision. Parce que
la révolution a mis fin, la révolution de 1949 en Chine a mis fin à un régime féodal. Et quand on parle de régime féodal, quand on parle de la féodalité, c'est la confiscation des terres, c'est la confiscation de toutes les structures économiques. Alors, lorsqu'ils sont venus, Mao Tse-tung avec ses compagnons, ils n'étaient que 12. Ils ont effectué ce qu'on appelle la réforme agraire, c'est-à-dire la redistribution des terres de façon équitable à tous les Chinois. Et il y a eu la collectivisation, donc ils ont mis en place un certain nombre de structures pour démarrer réellement le développement de la Chine à partir de l'agriculture. Donc, on peut s'inspirer de cette expérience pour, disons, donner beaucoup d'espoir aux nouvelles générations qui vont. Mais dans le même temps, on peut aussi dire que la Chine, c'est trop loin. Est-ce qu'à côté de nous, il n'y a pas des exemples de réussite? Tout à fait. Il y a des exemples de réussite. Aujourd'hui, on parle de la foison du Rwanda, du cas rwandais. C'est vrai. Certains vous diront que ce n'est pas la même histoire. C'est vrai qu'on nous dira que ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas le même contexte, on n'a pas les mêmes atouts. Mais je pense que l'essentiel, c'est que nous puissions utiliser, exploiter les ressources dont nous disposons de façon rationnelle pour arriver au stade de développement. Alors, Mylène Fanou, il y a sans nul doute 10 ans, 50 ans en arrière, on fêtait le cinquantenaire, le demi-siècle des indépendances. On a fait le même débat, comment sortir de l'euphorie, comment est-ce qu'il faut se mettre au travail véritablement pour amorcer le développement. Est-ce qu'on est sûr, dans 10 ans, 20 ans, qu'on ne va pas refaire le même débat parce qu'entre-temps, on n'aurait pas évolué? Je ne pense pas. Parce que déjà, je trouve que beaucoup de choses ont changé. On a assez de nouvelles choses. Et je pense que l'euphorie va, dans une certaine manière, demeurer. Parce que ceux qui ont lutté pour avoir l'indépendance, on sait ce qu'ils ont vécu. Ils savent vraiment, en quelque sorte, ce qu'ils ont vécu. Je pense que le mal est qu'on a généralement, la plupart du temps, l'habitude de se comparer aux autres. S'inspirer des autres, mais se comparer aux autres, non. On le sait, jusqu'aujourd'hui, la France qui continue de célébrer quand même son 14 juillet fétiche pour se commémorer donc, de la révolution industrielle du XVIIIe siècle qui a été opérée par les Lumières. Ces philosophes dont on s'en souvient tous. Alors Bruno Soili, je vous fais également la même question. Est-ce que dans 20 ans, on ne va pas revenir, peut-être pas nous forcément sur le plateau, mais d'autres vont revenir évoquer la même préoccupation, soit en 10 ans d'indépendance, mais voilà, c'est toujours du statu quo, vous voulez dire? Oui, je voudrais dire quand même que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. On a fait 66 ans d'exploitation. Alors, avant d'en venir, on va dire, aux suggestions, sinon aux propositions, on va permettre à Bruno Soili, oui, de placer son mot. Je crois que c'est un débat qui va un peu perdurer. Soyons réalistes, vraiment. C'est un débat, le débat de l'euphorie va un peu perdurer parce que nous sommes partis de vraiment bas pour chercher, je dirais, une certaine altitude. Ce n'est pas simple quand on sait un peu les moyens dont nous disposons économiquement, les moyens dont nous disposons en termes d'infrastructure, les moyens dont nous disposons en termes d'industrie. Franchement, on n'y est pas encore. Mais je pense qu'on peut travailler pour. Vous avez donné l'exemple de la Chine. La Chine, on le sait tous, c'est un peuple vraiment laborieux, c'est un peuple discipliné, c'est un peuple qui aime son pays, qui aime la Chine et qui est soucieux. Quand vous prenez le Chinois lambda, il est soucieux, quel que soit son secteur d'activité, du développement de la Chine. Alors, est-ce que c'est pareil chez nous? Il y a tellement de questions encore à poser. Pourquoi est-ce que chez nous, on est toujours à la phase de conscientisation des uns et des autres? Vous allez remarquer chaque fois, c'est le président de la République qui doit faire un discours, qui doit remobiliser les troupes. Il faut organiser des réunions par-ci, des conférences par-là pour parler aux jeunes, etc., etc. Donc, je pense qu'on est en train de traîner des pas à certains niveaux. Et comme je le dis, il y a pas mal de choses qui ne sont pas en notre faveur. On a parlé d'industrie, on n'y est pas encore. Le coton, nous le produisons aujourd'hui, mais est-ce que nous l'exploitons nous-mêmes? La réponse, vous la connaissez. Cacao, pareil. Le cacao, vous prenez des pays comme la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, etc. Nous avons pas mal de marche à faire encore et il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se lève vraiment pour pouvoir, d'ici un certain nombre d'années, dépasser le sujet de l'euphorie pour être vraiment un pays qui
maintenant, je dirais, citer dans des exemples à un certain niveau dans le Conseil des Nations, parce que là, franchement, la marche, elle est encore longue. Mylène, oui. Les réalités ne sont pas les mêmes. Nous avons nos réalités au Bénin. Et dans une certaine mesure, je pense que nous avons déjà pris conscience. Ça va venir forcément avec le temps. Oui. Est-ce que ce n'est pas un discours un tout petit peu, excusez du peu le terme, mais utopique? Ça vient déjà. On a assez de choses qui ont été réalisées. On va dire que vous êtes bénino optimiste, tout oui. comme moi Oui. également, tout comme tous ceux Tout comme tout le monde. tout comme ceux qui sont sur le plateau avec moi, mais Monsieur Didas Tossou, est-ce que finalement, quand on essaie de faire le point, est-ce qu'on n'a pas les mêmes problèmes dans tous les pays? Emploi des jeunes, instabilité au sommet de l'État, la corruption, on va dire l'inexistence ou sinon la rareté des infrastructures socio-communautaires. Parce que lorsque vous interrogez chaque pays aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est quasiment le même visage. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut interroger ceux qui sont sommés et ceux qui sont au niveau intermédiaire. Est-ce qu'on a une vision? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut? Quand nous prenons chaque secteur de développement, qu'est-ce que nous voulons? Où allons-nous? Quand vous parlez de la Chine, que la Chine, Le Bénin, par exemple, a quand même une vision à l'origine 2025. Attention. Le Bénin se veut être un pays phare, bien développé, uni et de paix, à économie Nous prospère sommes et à moins de compétitive, 5 ans. Nous sommes à de moins de rayonnement 5 ans. culturel et de bien-être social. C'est ce qu'on a appelé la vision à la Oui, FIA. nous sommes à moins de 5 ans. 2021, On peut s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'on a fait dans le domaine touristique. C'est maintenant en cours. Il y a 20 ans qu'on a fait ce document en 2000 avec le PNUD. C'est maintenant en cours. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que véritablement, quand on dit je veux là, on est conscient de ce qu'on veut d'abord? C'est ça. Sinon, 20 ans, comme vous le dites, on va revenir ici pour dire est-ce qu'on va sortir de l'euphorie? On sera déjà sorti. Attention. C'est Prenons assez- conscience c'est dès assez maintenant. péremptoire. Chacun de nous n'a qu'à faire ce qu'il doit faire et normalement. Si on s'entend ici pour dire, on vient ici sur le plateau pour dire, nous avions une telle mission pour émission, la parenthèse, il faut qu'on l'assume et bien. On est sûr que si on fait bien, ça va rejaillir positivement. Le sens sur du travail bien fait. Bien fait. Donc, Monsieur que Sénégal. chacun de nous prenne conscience de ce qu'on lui confie et que même au sommet, chacun puisse dire, ce n'est pas ma poche. Pourquoi je le dis, je m'excuse de parler comme ça. Quand on court, j'ai vu dans des pays à côté, on dit, Beyrouth, là, non, les gens sont malgré cet incendie vaste, géant, on dit, Cette il faut explosion. faire partie le gouvernement. Ça veut dire quoi? S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que chacun de nous prenne conscience pour dire, c'est le peuple, rien que le peuple. Alors, Monsieur Sénégan, oui, que faut-il faire maintenant? On va faire des propositions concrètes parce qu'on ne va pas tout le temps poser le diagnostic. Il faut également qu'on fasse des propositions sans nul doute d'une manière ou d'une autre. Notre voix aussi compte. Je pense qu'il faut retourner aux valeurs cardinales aussi. Parce que tout se fait dans la tête. Lorsque on examine un peu nos comportements dans l'administration, dans la rue, le Béninois manque de civisme. Le Béninois manque d'esprit de patriotisme. Les nations qui ont grandi aujourd'hui, qui sont arrivées au sommet, c'est la discipline et l'amour de la patrie. Je pense qu'il faut lever tous ces obstacles afin de proposer. Sinon, une seule personne ne peut jamais faire les rondelles. Le chef de l'État a parlé. Il a dit qu'il faut sortir de l'euphorie de l'indépendance. Et se mettre au travail. Et se mettre au travail. Est-ce que nous avons la culture du travail bien fait? C'est la question qu'il faut d'abord se poser. La jeunesse aujourd'hui, quel est son état moral? Tout part de la tête. Est-ce que ce n'est pas une jeunesse qui est encline à la facilité? Alors, vous faites bien Comme de je poser le disais, cette question. une On a des jeunesse. jeunes, on a des jeunes sur ce plateau, j'en fais partie aussi, qui peuvent véritablement. Je suis Mylène, jeune. aujourd'hui, quel est l'état de cette jeunesse? Est-ce que cette jeunesse aujourd'hui est capable, on va dire, d'insuffler le développement tant attendu? Est-ce que c'est par nous, notre génération, on peut le dire ainsi, que la machine va véritablement prendre? Ça, c'est une question à nous. Je ne vous exclus pas, messieurs, vous n'êtes pas vieux. Je pense que nous avons pris conscience, nous savons ce qu'il y a à faire, nous savons qu'on a beaucoup de défis à relever, on se prépare, on s'y apprête d'ailleurs.
On s'y apprête toujours, Bruno, ou on a déjà commencé? Je l'ai dit, c'est la preuve que nous traînons les pas. La jeunesse, oui, mais je l'ai dit dans mon propos précédent, c'est que cette jeunesse-là, on est encore à l'étape de sa conscientisation, malheureusement, à travers les conférences et autres. Je pense qu'aujourd'hui, le jeune béninois en général, c'est que, le professeur l'a dit, il est beaucoup plus enclin à la facilité. Il ne cherche pas qu'est-ce qu'il peut apporter au pays, mais il cherche qu'est-ce que le pays peut lui apporter. Quand on est allé à l'école, on a étudié, tout le monde cherche un bon poste. Et l'objectif, ce n'est pas pour véritablement apporter quelque chose venant de sa tête, hein, en termes d'idées, en termes de pratiques au pays, mais on cherche un poste pour se remplir les poches. Donc, on est beaucoup plus, je dirais, on ne marche pas à intérêt, hein, beaucoup plus que par l'intérêt personnel que l'intérêt général. Pas encore prête. Cette jeunesse, je crois, elle est disponible, mais il y a encore un manque de valeur, à mon avis, un manque de valeur, les valeurs de base, les valeurs cardinales. Et ça, je pense qu'on nous les a inculquées. Sauf que... Faisons simplement le tour de Cotonou. On a vu, il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent actuellement. On sait que le développement du pays d'abord passe par nous. Ce que nous disons, c'est en termes de pourcentage. Oui, on va trouver des jeunes qui entreprennent, on va trouver des jeunes qui ont la volonté, mais sur 100, combien? C'est de ce qu'il s'agit. Mais n'oublions pas, s'il vous plaît, n'oublions pas que, comme on le dit chez nous, c'est la feuille que l'enfant trouve dans la bouche de son papa ou de sa maman. C'est cette feuille-là qu'il bouffe. Parade de grand-mère. S'il vous plaît. Donc, si je me comporte, si je suis jeune et que je suis dans l'euphorie de chercher l'argent tout le temps, c'est parce que c'est ce que je vois chez moi. Donc, il faut tenir compte de ça aussi. Il faut qu'il y ait des valeurs qu'on inculque. Il faut surtout œuvrer pour avoir un leader charismatique, un vrai leader, parce qu'on est à l'image de notre leader. On va retenir ça. Il faut un repère. Et comme l'a dit, on va dire ce savant chinois, je reviens à lui, Confucius, avec du temps et de la patience, la feuille du mûrier devient une robe de soie. Donc, on n'a qu'à espérer, tout en travaillant de façon ardue. Messieurs, merci. On va installer la dernière rubrique de cette émission, cette rubrique-là que mes chroniqueurs affectionnent si bien, le quiz. Allez, vous restez avec nous pour le quiz. Alors, je vous explique le concept. C'est 5 questions pour déterminer un grand champion. 2 équipes se forment très rapidement sur le plateau. Je crois aujourd'hui, on va assister au premier match entre chroniqueurs et invités. Oui, c'est à la manière question pour un champion. Je donne les indices. Dès que vous l'avez, vous me stoppez net et vous donnez la réponse. Est-ce qu'on est d'accord pour le principe? Équipe A, équipe B. Est-ce qu'on est d'accord? On va s'essayer. Il y a le professeur sur le plateau, donc déjà, il y a un déséquilibre. Équipe B. Donc, équipe A, c'est l'équipe du professeur. Et l'équipe B, c'est l'équipe des chroniqueurs. Alors, est-ce qu'on est prêt? Oui, on y va. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Que suis-je? En apparence, je ressemble à une couronne. MERS, SARS sont autant de noms utilisés pour me désigner. Recombiné ou fabriqué de toutes pièces en laboratoire, je nourris d'extravagantes théories, parfois complotistes, mais de plus en plus d'arguments penchent en faveur d'une origine naturelle. J'apparais, alors là, soyez attentifs, le 17 novembre 2019 dans la province de Hubei en Chine et plus précisément le coronavirus. Merci. Donc, c'est bien sûr le coronavirus. Un point pour l'équipe B, j'ai fini. Donc, les indices. J'apparais le 17 novembre 2019 dans la province de Hubei en Chine centrale et plus précisément dans la ville de Wuhan, puis me propage dans le monde entier. J'ai contaminé près de 19 millions de personnes dans le monde pour plus de 70 000 décès. Je suis le coronavirus. Deuxième question, messieurs. Que suis-je? Je suis un ancien palais royal situé dans le cœur de la ville de Paris. Forteresse défensive érigée par Philippe Auguste peu après 1190. Je suis un des plus grands musées du monde. Le musée du Louvre? Non, la cathédrale. Le musée du Louvre. 2 points pour l'équipe B. Je suis le musée le plus populaire sur Instagram. Voilà les applaudissements. Je suis le musée le plus populaire sur Instagram en 2014 et le 6e lieu le plus géolocalisé au monde. Il a rassemblé en 2014 plus de 9 millions de visiteurs. Je suis le plus grand musée parisien. J'abrite, des chefs-d'œuvre mondialement reconnus. Je suis le Louvre. Messieurs, réveillez-vous. C'est une équipe de professeurs. Alors, 3e question. Que suis-je? Ou qui suis-je, si vous voulez?
Sujet de toutes les attentions depuis ma création au début du XVIe siècle, je suis accroché dans le salon carré du Louvre. Je connaissais déjà un certain succès protégé par un verre inséré dans le cadre. J'ai connu une vie aussi mystérieuse que mouvementée, faite de voyages, vols et convoitises. Beaucoup d'histoires sous-tendent ma création. Selon l'une d'elles, j'aurais été commandé par un riche marchand italien qui souhaitait installer un portrait de son épouse Lisa dans leur nouvelle demeure. Réalisé, là vous avez l'indice sans nul doute qu'il vous faut. Lisa? Non, pas du tout. Réalisé par Léonard de Vinci, peintre le plus célèbre de son époque. La Joconde. La Joconde. Ça fait 3-0, messieurs. Ils ont gagné le match. Mais on va jouer le jeu jusqu'à la fin. Et je finis donc les indices. Réalisé par Léonard de Vinci, peintre le plus célèbre de son époque, je présente une jeune femme souriante sur fond d'un paysage montagneux aux horizons lointains et brumeux. Je suis la Joconde. Messieurs, ne serait-ce que pour l'honneur, il faut engranger un point. Que suis-je? Je nais à la fin du 19e siècle, plus précisément le 22 décembre 1895. À cette époque, de nombreux chercheurs tentaient depuis longtemps de mettre les images en mouvement pour recréer la vie, s'appuyant sur les progrès en photographie et en biologie humaine. J'ai pour père fondateur deux Français, Auguste et Louis Lumière. Je suis considéré Je suis considéré comme le 7e art. Le cinéma. Allez, dernière question pour finir très rapidement ce premier numéro de la deuxième saison de votre matinale. La parenthèse, qui suis-je? Qui suis-je? Un personnage de fiction créé par l'animateur français Michel Oslo dans un long métrage d'animation. Je suis un enfant vivant dans un village africain imaginaire d'une taille minuscule, tout nu et très rapide. Kirikou. Donc pour finir, d'une taille minuscule, tout nu et très rapide, je me distingue par ma bonté et ma grande intelligence qui me permettent d'apporter toutes sortes de bienfaits aux habitants de mon village. J'ai défié et triomphé de Karaba, la sorcière. Je suis Kirikou. Alors ce match est soldé par un score de 2 buts partout. Je le décide ainsi. 2 buts partout? Oui, 2 buts partout. Alors, prenez ça comme ça, c'est le dictat de l'animateur. Messieurs, merci d'être passé sur la parenthèse. Didas, merci. Monsieur Sédigan, merci. On espère vous revoir très bientôt sur notre plateau. On espère que ce sera avec plaisir que vous allez accepter nos invitations. On vous dit merci. Bruno, Mylène, merci également. Quant à vous, je vous dis du courage et bonne suite. On dit également merci à Rebecca Kendiamde. Cette émission, madame, monsieur, arrive à son terme. Merci de nous avoir suivis. Prenez le prochain rendez-vous, c'est déjà demain. Demain, quand il sonnera très exactement 7 heures. D'ici à là, portez-vous très bien parce que vous le savez, sans vous, nous n'existons pas. Allez, au revoir.